tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce temps tous ensemble des 52 minutes d'Ecom France. On a eu un petit problème technique, donc on n'avait pas eu de son du petit générique de début, mais c'est pas très grave. En tout cas, merci à tous de toujours être au rendez-vous pour ces rendez-vous, pour ces réunions. Aujourd'hui, je suis très heureuse. On reçoit Constance Rivière qui nous fait la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la place des musées, dans une époque bien particulière de notre époque contemporaine avec, vous le savez, un certain nombre de vicissitudes qui, finalement nous posent la question de la manière dont on peut réagir en tant que professionnel du musée avec les moyens qui sont les nôtres, avec ceux des musées, dans le cadre de cette société. Comment faire de nos musées des musées citoyens? Donc on va aujourd'hui se poser la question de l'engagement. Comment? Pourquoi? Avec quelles limites? Quel est notre rôle? Tout un tas de questions, d'ordre éthique ou déontologique qui, je le sais, nous intéressent tous de manière très, très quotidienne. Donc je ne vais pas perdre plus de temps, je vais passer la parole à Constance. Je vous demanderai peut-être, si vous le voulez bien, comme il n'y a pas de PowerPoint, que vous puissiez rallumer vos écrans dans la mesure du possible pour qu'on puisse se voir pendant cet échange qui est vraiment conçu une discussion. Donc Constance va prendre la parole une vingtaine de minutes et après on pourra, se poser, tout un tas de questions à partir de l'exemple du Musée, national de l'histoire de l'immigration que Constance représente aujourd'hui. Constance, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Émilie. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée à parler de cette question-là, qui est une question très, très intéressante et très centrale, je pense, dans nos pratiques aujourd'hui. Donc, je vais peut-être d'abord dire un tout petit mot sur d'où je parle, parce qu'en réalité, c'est presque pour moi un peu intimidant de parler de la question des musées, alors que je ne suis pas issue de l'univers des musées. Peut-être que ça m'amène à avoir à certains moments un regard un peu décalé avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. Moi, au départ, j'ai une formation de juriste. J'ai été juge au Conseil d'État. J'ai été conseillère du président de la République à l'Élysée pendant 5 ans, notamment sur les questions de citoyenneté, d'engagement, de jeunesse et puis ensuite de culture. Après, j'ai travaillé pendant 5 ans chez le Défenseur des droits, où j'ai beaucoup travaillé sur la question des droits des enfants, de lutte contre les discriminations, de relations des citoyens avec les services publics. Et donc, quand je suis arrivée à la tête du Palais de la Porte Dorée, Musée national de l'histoire de l'immigration, c'était d'abord avec un point de vue, disons, engagé dans la société, ou en tout cas essayant à travers différents supports de comprendre le monde dans lequel on vivait, plus qu'avec une formation plus classique et indispensable de conservatrice ou de spécialiste de l'univers muséal. Je le dis parce que je pense que c'est important aussi pour expliquer les questionnements que je voulais vous adresser. Et par ailleurs, je dirige un musée qui est lui-même un musée un peu singulier par rapport à la question qui nous occupe. Le musée de l'histoire de l'immigration, comme vous le savez, il a été créé il y a une vingtaine d'années maintenant. Il a ouvert ses portes en 2007 et il a une histoire qui est en fait assez récente. Les premières idées d'un musée de l'histoire de l'immigration, elles émergent au début des années 90 et elles viennent de deux courants qui, là encore, ne sont pas des courants issus de l'univers des musées ou de la culture, mais de la science et de la société civile et des mouvements associatifs. Ces deux mouvements-là se rencontrent et se perdent de vue aussi à certains moments. Globalement, il y a 3 tentatives pour essayer de créer le musée de l'histoire de l'immigration. Une première tentative que je dirais scientifique historique, où c'est vraiment suite aux travaux très précurseurs de Gérard Noiriel que plusieurs historiens travaillant sur ces questions-là se disent qu'à un moment ou à un autre, il faudrait à la fois conserver cette mémoire, les archives, et lui donner une forme qui pourrait être celle d'un musée. Ensuite, il y a un deuxième temps qui est un temps plus associatif, société civile, venant plutôt de l'environnement, disons, social. C'est tous ceux qui travaillent dans la sphère sociale sur les questions d'intégration qui portent ce projet-là. Là encore, on n'est pas du tout dans l'univers culturel. Et la troisième tentative, c'est une tentative plus politique, c'est celle qui aboutit à la fin. Et ce qui fait que le musée est créé, enfin en tout cas un des déclencheurs très importants, c'est l'accession du Front National au second tour de l'élection présidentielle et la décision prise à ce moment-là par Jacques Chirac de créer un musée national qui permettrait de poser sur l'histoire de France et la société française un regard ouvert. Si je raconte ça, c'est parce que l'origine d'un musée, elle vient ensuite colorer de manière extrêmement forte
son identité encore aujourd'hui. Et donc cette identité, elle est mêlée de tout ça. Elle est mêlée de l'exigence scientifique et historique qui en a constitué l'origine. Elle est très liée à la société civile et au mouvement associatif, notamment toutes les personnes qui luttaient pour les droits des étrangers ou contre les discriminations, qui ont beaucoup plaidé pour la création de ce musée et qui ont déposé aussi beaucoup d'archives. Et elle est liée à ce choix politique qui a été de le créer pour répondre à une situation sur la scène politique française et pas dans la sphère culturelle. Et d'ailleurs, pendant toutes ces étapes-là, le ministère de la Culture reste très en retrait avec cette idée que, après tout, l'immigration n'est pas forcément un sujet de musée, qu'on ne sait pas très bien quel type de collection on constituerait. Et donc, il y a d'abord une forme de réticence à accepter que ça puisse être un musée. Et ça se voit dès la création. C'est créé comme un musée national, mais ça s'appelle d'abord Cité nationale de l'histoire de l'immigration, à la fois parce que la dimension de cité fait l'agora rêver en quelque sorte par une partie de la société civile, mais aussi parce que cette idée que c'est d'abord un musée national met tout le monde un petit peu mal à l'aise. Ça ne devient de cité musée que quelques années plus tard. Et tout ça, ça fait un peu la singularité de cet espace dont pendant très longtemps on m'a dit qu'il était mal né, qu'il peinait à trouver sa place dans l'univers des musées français. J'espère que c'est plus le cas aujourd'hui, mais en tout cas, ça a mis un petit peu de temps à s'installer. Et moi, ce que je constate dans le contexte où je suis arrivée, donc il y a 2 ans, c'est presque le contraire de cette mauvaise naissance en quelque sorte. C'est le sentiment d'être dans un musée qui est totalement en prise avec les attentes d'une partie des publics et que ce qui a été au départ sa fragilité et qui l'a forcé à être original dans sa manière de se constituer, que ce soit la constitution de ses collections, que ce soit le travail très important qui est fait sur la pluridisciplinarité avec une place forte qui est laissée au cinéma, à la littérature, au spectacle vivant, que ce soit le lieu comme espace de débat sur des questions contemporaines. Et même si je vais un cran plus loin, cette cohabitation forcée et que moi je trouve assez joyeuse avec un aquarium tropical, euh, amène le palais de la Porte Dorée à proposer à ses visiteurs quelque chose qui est très singulier. Et le sentiment que j'ai de l'extérieur, c'est que beaucoup de musées et de lieux culturels aujourd'hui sont en train d'essayer de sortir de leur identité peut-être beaucoup plus forte de départ et plus solide pour aller proposer des choses qui soient à la fois dans la pluridisciplinarité, mais aussi connectées avec des questions contemporaines et donc dans la société. Et donc j'en viens à cette question qui est posée de savoir musée de société, musée engagé. Euh, je vais essayer de dire quelques mots sur le terme lui-même avant d'ouvrir un certain nombre de questions dont on pourra parler après. Il y a 2 termes qui me dérangent quand on essaye de qualifier le Musée national de l'histoire de l'immigration. Le premier, c'est un terme qu'on reprend très souvent et qui a été beaucoup utilisé par mes prédécesseurs, et pour des raisons que je pourrais expliquer, que je comprends bien mais que je ne partage pas, qui est celui de neutralité engagée. En fait, je ne sais pas ce que ça veut dire la neutralité engagée, soit on est neutre, soit on est engagé, mais il y a une forme d'oxymore pudique ou gêné qui ne me semble pas correspondre à ce qu'est la réalité de notre action. Et donc, soit on est neutre, en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire neutre, on pourra en reparler. Soit on est engagé, et là, si on assume qu'on est engagé, ça veut dire qu'il faut être extrêmement précis sur ce que ça signifie. Et l'autre terme que je n'aime pas, et je reviendrai à l'engagement, c'est le terme de militant. Je pense qu'il n'y a pas une interview avec un journaliste où la question ne m'est pas posée de savoir si nous sommes ou pas un lieu militant. Je serais très curieuse de faire un sondage. J'ai commencé à le faire auprès d'autres dirigeants de musées nationaux. Si on demande à Christophe Le Ribaud ou à Laurent Lebon ou à Laurence Descartes si ils dirigent des lieux militants. Et ce soupçon-là, parce que quand la question est posée, elle est sous l'ordre du soupçon, me semble être directement lié au sujet qui est le nôtre, qui est celui de l'immigration. Et je le trouve très désagréable, non pas que j'ai quoi que ce soit contre la militance, au contraire, j'ai énormément de respect pour les militants, et comme je le disais, je pense que sans les mouvements militants, le musée n'aurait pas été créé. Mais un musée national n'a pas à être un lieu militant. Et donc cette idée que parce qu'on traite d'immigration, on serait forcément dans un rapport non objectif ou volontairement idéologique à notre sujet, me paraît extrêmement problématique. Donc entre les deux, cette impossible neutralité et
cette idée, de militance, je pense qu'il y a une place pour un engagement et l'engagement, je ne le conçois pas comme quelque chose par rapport à une prise de position. Le musée n'a pas à être un lieu moral qui dirait ce qui est bien ou ce qui est mal. En revanche, je le conçois dans le rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que pour moi, ce que signifie être un musée engagé, c'est être un musée qui est profondément en prise avec la société dans laquelle il exerce les choses. Et d'une certaine manière, en disant ça, je pense pas m'éloigner de ce qu'est l'idée du musée, au moment où il est créé, du musée universel. Quand le musée du Louvre est créé, en 1793, il l'est aussi avec cette idée de contribuer à la formation du citoyen. On ne conçoit plus la formation du citoyen de la même manière aujourd'hui qu'à la fin, du XVIIIe siècle. Mais pour autant, le musée n'a jamais été coupé de l'environnement dans lequel il agit. Et je pense que quand il dit être coupé de cet environnement, c'est une manière, au contraire, de ne pas assumer que le dialogue est possible par rapport à ce qui est proposé. Euh, si je reprends, et je m'en excuse pour Versailles et les éventuelles personnes qui en seraient issues aujourd'hui, mais comme j'en ai parlé à Christophe Loribaud hier, je le dis plus facilement. Ce que montre Versailles, c'est un regard possible sur l'histoire de France. Et ce regard possible dit quelque chose de notre propre rapport à ce qui nous constitue comme nation. Et à cet égard-là, il est aussi en train d'éclairer le présent et la manière dont on vit dans le monde. Et d'ailleurs, il y a tout un travail qui est fait sur ces questions-là. L'histoire de l'immigration, il faudrait presque faire le chemin inverse, c'est-à-dire trouver une manière de montrer comment elle est constitutive de notre histoire commune et comment est-ce qu'elle éclaire le présent d'une manière qui ne soit pas partiale, mais d'une manière qui soit néanmoins engagée à comprendre notre présent avec une forme d'apaisement qui aujourd'hui n'existe pas dans le débat public. Alors, je ne vais pas parler trop longuement de la question de l'immigration parce qu'elle est très spécifique, mais il y a un terme que j'aime bien, qui est employé souvent par une philosophe qui s'appelle Nadia Yalakitsu qui dit, elle parle des mauvais sujets de l'histoire de l'art. Elle dit pendant très longtemps, il y a des sujets qui ne pouvaient pas être des sujets légitimes de l'histoire de l'art parce qu'ils étaient par nature sales ou idéologisés. Donc, elle cite la question du genre, la question du racisme, la question de la diversité, la question de l'immigration. Et donc, il y a bien un renversement à opérer pour faire en sorte que ça devienne des sujets légitimes de l'art au moins et de nos institutions publiques. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'en réalité, une grande part du chemin a déjà été faite. Si je prends juste la question de l'immigration, pendant longtemps, donc, on dit traiter de l'immigration, c'est quelque chose de militant. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a 5 expositions en France au moins, et sans doute que je ne les connais pas toutes, qui traitent de la question de l'immigration. Il y a Revenir au MUSEM, L'exil au Louvre-Lens, Migration au Musée de l'Homme, une autre exposition sur les migrations que j'ai pas vue pour le coup, animale au musée de Bordeaux. Et donc cette question des migrations, elle devient une question. Et si tout le monde, pour beaucoup d'autres institutions, et si tout le monde s'en empare, ça nous permet aussi à nous de sortir de ce canal de militance possible, puisque on est nombreux à le faire. Alors, ceci dit, j'étais hier au Louvre-Lens et la commissaire de l'exposition me disait que avant d'ouvrir Exil, elle a été interpellée par beaucoup d'élus, la soupçonnant de venir proposer un discours à travers le musée ou d'utiliser le musée pour porter un discours politique. Donc ce soupçon, même sur une exposition qui est strictement une exposition d'art autour de la question de l'exil, elle est questionnée. Pardon, je vois que le temps passe. Donc, du coup, peut-être, ce que je voudrais essayer de partager avec vous, c'est ouvrir des questions dont on pourrait parler sur qu'est-ce que ça signifie à partir de la définition que j'ai essayé très brièvement de dresser sur l'engagement du musée dans la société. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans notre pratique et les questions qu'on se pose pour essayer de les mettre en œuvre. La première question, c'est celle de l'impact et du rôle social. Donc, il y a tout un travail qu'on essaye de faire ici sur la réception par les visiteurs de nos expositions, à la fois évidemment, est-ce qu'ils ont apprécié, est-ce qu'ils ont trouvé ça beau, est-ce qu'ils ont trouvé ce qu'ils venaient y chercher, etc. Mais aussi, qu'est-ce que ça avait bougé dans leur perception. On a fait au moment de l'ouverture de l'exposition permanente un sondage sur la connaissance et la perception des Français de l'immigration en France. Donc, sondage avec 6 questions de connaissance. Sur 1000 personnes interrogées, une seule a répondu correctement aux 6.
peut-être qu'il avait coché enfin, au pif d'ailleurs, donc on ne sait pas, et des questions sur la perception de l'immigration. Heu, on fait aujourd'hui en test le même questionnaire à des personnes qui sortent de la visite du musée. Alors évidemment, il y a un biais puisque les personnes qui viennent au musée, elles ont déjà possiblement un intérêt pour l'histoire de l'immigration que n'avait pas la population randomisée qu'on a testée au point de départ. Mais il n'empêche qu'on voit bien que les choses bougent après la visite du musée. Donc on essaye progressivement de voir à quel endroit est-ce qu'il y a vraiment un mouvement qui est fait, à quel endroit est-ce qu'on n'est pas clair, mais en tout cas, quel est notre rôle pour comprendre mieux notre sujet. Après, il y a une deuxième question qu'on se pose, c'est par rapport au public. Un musée, comme j'essaye de le définir, qui soit engagé dans la société, c'est un musée qui doit être ouvert sur le reste du monde. Donc, il y a tout un travail qu'on essaye de faire autour notamment des extérieurs et de la vie dans le musée, en dehors du musée. Comment est-ce qu'on fait en sorte que des publics et des visiteurs viennent pour vivre une expérience, se retrouver, amicale, peu importe, mais qu'ils soient dans l'espace du musée, qu'ils se familiarisent avec l'espace du musée et qu'à partir de là, peut-être, on puisse leur proposer des expositions. Donc l'été, par exemple, à partir de notre terrasse, on fait des visites pop-up où on va aller chercher les gens qui boivent leur bière, on leur dit qu'on leur garde leur bière, qu'on leur garde leur table et on les emmène 20 minutes dans le musée fermé le soir uniquement pour eux, pour leur donner un avant-goût. Mais pour essayer de faire en sorte que la visite du musée, elle puisse se faire aussi avec des personnes qui ne s'y attendent pas forcément et qui ne sont pas déjà dans une demande par rapport au musée. Ensuite, il y a une troisième question, c'est celle de que montre-t-on? Quels sont les sujets de nos expositions? Là-dessus, je pense qu'il y a vraiment plein de positions très intéressantes et pertinentes, différentes. Et on a fait un choix, on verra si il est pertinent sur la durée, de savoir si pour traiter de la question de l'histoire de l'immigration, le plus efficace, c'est de le prendre de biais pour amener des gens parce qu'ils vont être intéressés par une exposition d'art ou parce qu'ils vont être intéressés par tel ou tel pays, bah, découvrir une histoire à laquelle ils ne s'attendaient pas, ou est-ce qu'on va frontalement sur les sujets difficiles. Là, on a plutôt fait le pari d'essayer d'aller frontalement sur les sujets difficiles. Donc, on va ouvrir une exposition sur les banlieues, banlieues chéries à partir du printemps prochain. Ensuite, on va ouvrir une exposition sur migration et climat. Mais on essaye d'aller sur le sujet à l'endroit où ça gratte et de le traiter de manière extrêmement scientifique et artistique avec un niveau d'exigence qui fait que, en réalité, la surprise ne viendra pas de ce qu'il y a derrière, mais la surprise, elle viendra d'un traitement très décalé par rapport à celui de l'actualité sur ces sujets-là. Je pense que la position inverse, elle pourrait tout à fait avoir une force égale, c'est-à-dire, je sais pas moi, de choisir, bah, comme on a fait à un moment Picasso étranger, c'est Picasso qui attire et à travers l'histoire de Picasso, on découvre la situation des étrangers en France, le droit des étrangers, les obstacles administratifs, etc. Donc les deux manières de faire pour intéresser les visiteurs à nos sujets sont tout à fait pertinentes et voilà. Enfin, je ne sais pas quoi dire d'autre. Peut-être d'ailleurs qu'il faut passer de l'un à l'autre et que la vraie force d'un musée, c'est d'être capable de se réinventer en permanence. La quatrième question, c'est avec qui travaille-t-on? Donc là, il y a beaucoup de musées, certains sont peut-être d'entre vous sont peut-être représentés, vous avez peut-être des expériences à partager, qui ont essayé de travailler autrement sur la préparation de leurs expositions. C'est le cas par exemple, ça a été le cas par exemple au Mucem avec Barvalo. Si je prends un exemple étranger, c'est ce qu'avait fait le British Museum quand ils ont repensé toute leur exposition enfin, des collections aborigènes, ils se sont rendus compte que penser cette exposition-là sans avoir quelqu'un qui était lui-même connaisseur de la culture et de la civilisation aborigène risquait de les amener dans une impasse. Donc, moi, je ne l'ai pas vu, mais la description qui en a été faite était intéressante. Nous, on essaye de le faire beaucoup à travers la collecte de notre fonds témoignages et société, à partir des objets qui nous sont donnés et surtout à partir d'un travail avec ce qu'on appelle des tiers de confiance pour essayer d'aller identifier des donateurs qui ne seraient pas venus spontanément au musée. C'est le travail qu'on a fait par exemple avec SOS Méditerranée et l'Aquarius ou avec Afghan Voices for Hope aujourd'hui sur les réfugiés afghans. Il y a une autre question qui est qui parle dans les musées.
Ça, je pense que c'est une question, très intéressante sur la question de l'engagement, c'est-à-dire, je dis souvent que nous, on n'est pas un lieu militant, mais on est un lieu d'accueil de la parole militante. On doit pouvoir aussi, faire une place dans nos musées à des paroles, y compris, dérangeantes, perturbantes, mais cette plurivocalité sur les sujets de société, elle est indispensable parce que si les institutions publiques, la mettent à l'écart ou en dehors sur des sujets sur lesquels il y a parfois des engagements, militants extrêmement forts, alors je pense qu'on passe à côté d'une partie de la compréhension, du sujet. Et c'est peut-être, là-dessus que je vais conclure provisoirement, pour essayer de tenir le temps qui m'a été imparti. C'est la question de la plurivocalité. Il y a si je cite une autre auteure, Nachimanda Ngozi, elle parle the danger of a single story. Elle dit, il y a vraiment une chose qui, aujourd'hui, est rendue très insupportable pour une partie des publics, c'est, l'idée qu'il y aurait un seul discours possible sur un sujet et en particulier sur le récit historique. Et elle parle de l'importance de la plurivocalité. Et je pense que dans les musées, cette question de la plurivocalité, elle est importante. Et en même temps, toute parole ne peut pas être mise exactement sur le même pied. Et donc, la question centrale pour un musée, c'est comment est-ce qu'on arrive à maintenir le niveau d'exigence scientifique et aussi artistique, évidemment, et faire une place à d'autres paroles possibles. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, sur la notion de musée engagé, le vrai point d'équilibre, c'est celui-là, c'est-à-dire que c'est un engagement qui doit être respectueux aussi bien de la scientificité des sujets qu'on a à traiter que des visiteurs et des publics qui vont avoir besoin d'être compris dans leur point de vue dans leur point de vue différent. Et c'est cet équilibre qu'on doit essayer de trouver, qui est évidemment extrêmement complexe parce que je ne crois pas que ce soit une habitude très française. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été formée dans le système français plutôt sur un modèle assez vertical de l'universalité. Aujourd'hui, sur les sujets qu'on traite ici, que ce soit les questions de biodiversité climatique, la question migratoire, les questions d'identité postcoloniale, il y a une tendance très forte et extrêmement intéressante à essayer de repenser un universel plus horizontal, mais cette horizontalité, elle n'est pas une équivalence ou un relativisme généralisé, elle est au contraire une tentative d'essayer de réparer des récits brisés pour retrouver une capacité à s'identifier collectivement à une histoire commune et non pas des histoires parcellaires les unes à côté des autres. Voilà, je m'arrête là pour laisser du temps aux échanges et aux débats, mais j'aurais plein d'autres choses à dire si jamais vous n'avez pas de questions. Merci beaucoup, Constance, pour cette intervention. Je pense que c'était, vraiment vraiment très intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié que vous reveniez sur les questions de termes. Parce que c'est vrai qu'à force de les utiliser, on se pose plus forcément la question du sens. Alors évidemment, la neutralité peut-être plus, mais la question du militantisme, de l'engagement, avec cette notion d'être en prise avec la société, ça je pense que c'était important de le rappeler, d'exigence aussi, puis de point d'équilibre sur lequel vous êtes revenu à la fin et je trouvais ça très intéressant. Et peut-être pour engager le débat, moi j'avais une question à vous poser justement sur cet équilibre et sur la manière dont on a ou pas les moyens de faire cette médiation de la plurivocalité. C'est-à-dire comment est-ce que vous œuvrez au quotidien quand vous travaillez avec une association, quand vous travaillez avec, des militants pour faire, s'accorder les voix ou pour rendre clair en tout cas le fameux «qui parle». C'est-à-dire comment est-ce que vous explicitez au public ces prises de parole qui peuvent être multiples? Là-dessus, moi, je pense qu'il y a 2 choses, fondamentales. La première, c'est que les gens disent d'où ils parlent. C'est pour ça aussi que j'ai commencé par là. C'est-à-dire que, tout peut être audible si la personne explique que son point de vue n'est pas la vérité. Quelqu'un qui arriverait avec une parole militante en disant, «Je suis détenteur de la vérité et aucune discussion n'est possible à partir de là», je pense qu'il serait dans une attitude complexe, par rapport, à ce qu'on essaye de proposer. Et le deuxième, qui est directement lié, c'est la capacité à entrer en dialogue et en discussion. Euh, c'est là que il peut y avoir parfois des difficultés. C'est-à-dire que la parole militante, elle a une force quand elle vient bousculer. Je crois qu'elle la perd quand elle se prétend être la vérité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois pas encore manifestations dans le chat, mais n'hésitez pas, vous pouvez aussi lever la main. Peut-être si le temps qu'il y ait des questions, dire un mot sur la création du réseau des musées Allez-y. engagés, parce que Oui, j'allais je vous interroger là-dessus si vous n'en parliez pas. j'en Donc ai allez pas parlé.
C'est pour dire que ce réseau, d'ailleurs, il s'appelait pas du tout Réseau des musées engagés au départ. Je saurais même pas dire à quel moment tout d'un coup ce nom-là, c'est un peu euh, figé. Au départ, c'était 2 constats. Le premier, c'est que quand je suis arrivée, au Palais de la Porte Dorée, comme je l'ai dit, je ne venais pas de l'univers des musées, donc j'ai passé pas mal de temps à, aller dans plein de musées, lieux culturels, lieux pluridisciplinaires très différents pour, comprendre, échanger, essayer, de m'imprégner aussi un petit peu des réflexions pratiques, innovations des uns et des autres. Et j'ai constaté que beaucoup, de responsables de lieux se posaient cette question-là, de savoir quel était le lien possible avec les questions qui agitent la société, avec les demandes des publics en termes de débat, de savoir, et que le sujet était pour beaucoup moins de présenter quelque chose qui aurait été pensé en chambre de A à Z et comme un objet parfait qu'on vient donner, mais de se demander d'emblée quelle allait être la réception et à partir de l'objet exposition, comment est-ce que ça allait susciter des débats. Et donc, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est quand j'ai entendu, c'était la première ministre Elisabeth Borne, je crois, à l'époque, qui avait lancé le plan d'ILCRA, lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et une des mesures qu'elle a le plus portées dans la presse, c'était l'idée que chaque élève vienne visiter un lieu, au départ uniquement de mémoire, pour être formé à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et quand on nous en a parlé, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment absurde parce qu'il y a tellement de musées d'histoire de société, mais aussi des musées d'art qui travaillent sur ces sujets-là et qui peuvent apporter, à travers l'expérience culturelle, un éclairage que ça serait dommage de s'en tenir aux lieux de mémoire. Les lieux de mémoire, en plus, ils sont déjà très structurés, ils ont une force particulière, mais qui est complémentaire, je pense, d'autres types d'expériences muséales. Et donc, j'avais plaidé pour que les musées soient rajoutés dans cette liste-là. Et je m'étais dit que peut-être, à partir de cette potentialité que possiblement nous aurait le gouvernement si jamais ça avait été venu, si jamais ça avait été mis en œuvre, hein, mais bon, là, ça fait 2 ans quand même qu'on attend. C'était possiblement près de 800 000 jeunes qui venaient dans l'ensemble des musées en France pour essayer de travailler sur les préjugés, le rapport à l'autre, qu'est-ce qu'on apprend de nos histoires, comment est-ce qu'on vit en société, etc. Donc je trouvais que c'était un levier possible absolument formidable pour travailler avec nos équipes pédagogiques, avec les équipes de médiation et avec l'éducation nationale en amont de la visite, pendant et après, pour que la visite elle ait véritablement un impact sur les scolaires, à la fois un impact sur leurs connaissances à court terme, mais aussi, c'était ça mon espoir caché peut-être, que ça soit pour beaucoup l'occasion de voir que le musée pouvait être un lieu hospitalier et familier et que à venir une fois, 2 fois, 3 fois, bah, les jeunes se disent je vais emmener ma famille au musée, je vais pouvoir y retourner tout seul, etc. Euh, et donc, c'est le croisement entre ces deux idées et les échanges avec ensuite plusieurs directeurs de musées, à la fois à Paris, mais beaucoup en dehors de Paris, qui nous a amené à faire cette proposition de rencontre avec le soutien de la DILCRA, qui nous a aidé financièrement pour organiser une première rencontre de 2 jours. Et la prochaine, l'idée, c'est vraiment que nous, on a lancé le mouvement, mais on n'a pas du tout vocation à être tête de pont. C'est un réseau où chacun prend à un moment la balle et propose des échanges. Donc, les prochains, c'est le musée dauphinois à Grenoble. Olivier Cogne est extrêmement impliqué en janvier prochain. Et puis ensuite, on ira ailleurs. Mais c'est aussi des moments pour se rencontrer, échanger et se donner des clés pour répondre à ces questions. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une question, qui apparaît dans le chat de Chloé Vuillermet. Je sais pas, Chloé, est-ce que vous voulez prendre la parole ou est-ce que vous préférez que je fasse la lecture de votre question? J'y vais peut-être et puis, alors voilà, comment faire face à la gêne des publics? Comme médiatrice, j'ai fait des visites sur la question LGBTQ+ dans nos collections et les visiteurs face à moi montraient une vraie gêne alors qu'ils étaient pourtant venus en connaissance de cause. Est-ce que vous avez remarqué de votre côté, au MNHI, Constance, aussi des problèmes de gêne ou de mal-être ou malaise de certains visiteurs? Euh,
C'est compliqué pour moi de répondre parce que je pense que, enfin, c'est ce que vous dites, hein, comme médiateur ou comme médiatrice qu'on est le plus directement confronté à des gênes éventuelles. On a eu, des incidents, souvent d'ailleurs des incidents provoqués avant même de mettre les pieds dans l'exposition, de visiteurs nous disant: «Bon, bah, de toute façon, on sait très bien, ce qu'on va voir ici et on vient aussi pour essayer de combattre l'idéologie qui est supposément la vôtre». Heu, donc c'est moins dans l'échange lui-même. Moi, le sentiment que j'ai en regardant les médiateurs ici, travailler, c'est qu'à chaque fois, ils arrivent à les amorcer un peu par l'humour. C'est-à-dire, en décalant un peu le regard, en parlant un peu d'autre chose, mais c'est avec une très, très grande détente. Je sais pas tout à fait si moi j'arriverais à, avoir, la même souplesse, quand on a, du malaise de visiteurs. Après, je pense que une des choses importantes, à essayer de poser, c'est l'idée que dans un musée, on pourrait être un lieu dans lequel on a le droit de poser toutes les questions, on n'est pas jugé. Nous, on le voit par exemple par rapport aux jeunes qui peuvent venir avec, toute une série de préjugés, de stéréotypes, sur, les origines des uns ou des autres. Bon, on leur dit: «Mais en fait, allez-y quoi, ici on va pas vous dire, tu raciste, tu n'as pas le droit de dire ça, mais on va essayer de comprendre d'où ça vient et pourquoi ce que tu racontes peut, être blessant ou problématique, mais en le faisant de telle sorte que ça n'apparaisse pas comme, un jugement un peu fermé. Ce qui, par exemple, n'est pas possible dans d'autres cadres. Enfin, je pense que dans un cadre scolaire, un enseignant peut peut-être essayer d'expliquer les choses, mais à un moment, il doit mettre un terme à des propos qui sont problématiques. Nous, on est à côté. Donc le fait d'être à côté, ça doit nous ouvrir aussi des possibilités pour décaler. Merci beaucoup. Je vois alors, il y a Luna Fatoumi Pio qui a levé la main, mais je crois que dans le chat, j'avais une remarque juste avant. Luna, on vous donne la parole tout de suite. De Haute Chevalier, pensez-vous que les musées de beaux-arts devraient plus prendre part en tant que musées engagés, prendre leur part, pardon? Ou auriez-vous des exemples de musées qui le font? Quelles seraient les pistes pour permettre de s'engager et peut-être par extension leur permettre d'être plus accueillants? Pardon, j'ai pas entendu le début de la question, excusez-moi. Alors c'était sur Ça le s'est la beaucoup place discuté des sur le musées, chat et donc c'était je la place. confirme que c'est bien, que les écrivaines citées ont bien été, épées par Joël, merci beaucoup. Et donc pardon la question? La question, c'était sur la place, enfin sur le rôle que les musées de beaux-arts peuvent prendre dans l'engagement. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient être plus engagés, prendre plus de positionnement sur ces questions? Ou auriez-vous des exemples de musées de beaux-arts qui s'engagent? Alors j'en ai plein des exemples de musées de beaux-arts qui s'engagent en fait, mais qui s'engagent au sens où je l'évoque, c'est-à-dire, qui ne s'engagent pas, en portant un propos qui serait, un propos, unilatéral sur tel ou tel sujet, mais des musées qui, à partir des beaux-arts, engagent un débat avec des questions de société, il y en a énormément. Le Palais des Beaux-Arts à Lille, par exemple, tout le travail qui est fait autour de l'accrochage, sur les questions écologiques et sur les questions de diversité, c'est déjà une manière, d'ouvrir, un échange. Tout ce qu'ils font aussi d'ailleurs sur, l'Open Museum, avec cette idée d'inviter, des personnalités qui sont pas du monde du musée à venir, retravailler sur, les collections. Heu, après, il y a des lieux qui sont, des lieux pluriels comme nous, Champs Libres à Rennes, qui est à la fois, le musée de Bretagne et une médiathèque et un musée de sciences, bah, travaille aussi à travers ces expositions, à repenser la question de l'identité bretonne, de l'identité dans la France, travaille aussi énormément sur, les publics pour faire en sorte que, par exemple, ils font des concerts à l'heure du déjeuner. Enfin, je veux dire, c'est bête, mais ça fait que des gens peuvent venir pour une autre raison et puis une fois qu'ils se sentent bien dans l'espace, ils y restent. Hem, je que bah, c'est difficile pour moi parce que je ne vais pas citer tous les musées de beaux-arts, mais Orsay a fait beaucoup d'expositions, qui étaient aussi sur la question, de la naissance de la démocratie, du rapport de l'art, à l'histoire et qui permet de comprendre aussi, d'où on vient, sur une partie de notre histoire, politique. Beaucoup d'expositions, au musée du Quai Branly, viennent interroger notre rapport à l'autre. Enfin, je pense qu'en fait, pour moi, il y a quasiment aucun musée de beaux-arts qui ne s'extrait complètement, de cette question de l'engagement. Après, c'est des choix, presque personnels, hein, qui de le porter ou de ne pas le porter, de le faire sans le dire ou, de le faire en le disant. Moi, j'avais travaillé sur la question de la diversité à l'Opéra de Paris, avec,
un positionnement extrêmement volontariste du directeur général de l'opéra, d'aller vers une plus grande diversité, en partant, à peu près d'un point, 0. Et j'ai interviewé dans ce cadre-là beaucoup de directeurs de théâtre et un directeur de théâtre de théâtre de Rennes, était extrêmement connu pour son engagement sur la diversité. Il m'avait dit: «Bon, bah, voilà, moi, je suis arrivé, je me suis dit, je le combat de ma vie, c'est la parité et la diversité, donc de toute façon, que ce soit sur les mises en scène, sur les castings, sur je serai, exemplaire». Et puis 1 an après son arrivée, il a demandé à ses équipes de mesurer. Et il s'est rendu compte qu'il était très en deçà de ce qu'il pensait parce que, il pensait que son engagement suffisait et que de le porter fort allait, l'amener à transformer, les pratiques. Et en sens inverse, un directeur de théâtre qui ne parle jamais de ce sujet-là, qui est Éric Ruff, je pense que le renouvellement qu'il a fait de la troupe de la Comédie Française, il est inédit. Mais lui, son choix, c'est de le faire sans le dire, là où d'autres vont le dire très fort et le faire quand même, mais pas forcément, aussi, fortement. Donc enfin, je pense que c'est 2 questions différentes de savoir si c'est assumé et si c'est fait, mais je pense que très peu de musées aujourd'hui sont complètement indifférents à la question. Merci beaucoup Constance. Luna, on vous donne la parole? Oui, bonjour. Bah, déjà, merci beaucoup pour la conférence. Enfin, c'est très intéressant. J'avais une petite question parce que tout à l'heure, vous mentionniez l'engagement des musées dans la proposition de nouveaux récits, nouveaux discours dans les expositions. Et quand vous réussissez, en fait, avec ces nouveaux discours à toucher des gens, à toucher un public, comment le musée peut réussir à continuer de s'engager pour accompagner ces publics en dehors du musée aussi? Dans le sens, des fois, ça peut être un peu dur d'intégrer dans sa vie au quotidien, en fait, les nouveaux savoirs, nouvelles connaissances et même nouveaux ressentis qu'on peut expérimenter pendant une exposition. Et donc, est-ce qu'il y a un engagement du musée aussi qui dépasse le lieu physique du musée pour continuer un engagement envers les publics? Non, c'est une très bonne question. Moi, alors, j'avais été très marquée par, la première visite que j'avais faite, au Louvre-Lens, sur le travail qui était fait sur les publics scolaires, avec, la ville et la métropole, où ils ont mis en place le fait que tous les élèves, je crois que c'est CE2 ou CM1 et 5e, viennent 3 fois dans l'année. Et le fait qu'ils viennent 3 fois dans l'année fait que le musée devient un lieu familier pour eux, au-delà, des visites qui sont organisées. C'est que la première fois, bon, c'est une découverte, la deuxième fois, ils commencent à être chez eux et la troisième fois, ça devient un lieu dans lequel ils vont savoir ce qui se passe, pouvoir revenir et eux, avaient l'air de dire que c'était vraiment ce qu'il y avait de plus efficace pour que le savoir qui commence à naître d'une première visite puisse imprégner la vie quotidienne. En gros, une visite, ça suffit pas, c'est sûr. Heu, Après, c'est plus difficile de faire ça, à Paris que dans un territoire où, on est un lieu unique et donc extrêmement, enfin, en lien très, très fort avec l'académie et avec, les collectivités locales. Heu, Moi, j'avais essayé de faire quelque chose au musée à mon arrivée qui a totalement échoué, mais qui allait dans cette, direction-là. C'était de remettre à tous les élèves qui venaient, un passeport d'ambassadeur du musée où, ils pouvaient revenir quand ils voulaient gratuitement avec les adultes qu'ils voulaient pendant 1 an pour devenir eux-mêmes des ambassadeurs. Ça partait de l'idée que, on n'est jamais aussi bon, dans un savoir installé que quand on est acteur de ce savoir et qu'on n'est pas uniquement passif. Et donc leur donner un outil qui leur permettait de prendre des notes pour ensuite devenir en quelque sorte le guide de, parents, de grands frères, donc de tantes, de grands-parents, peu importe, était une manière de les inviter, à investir le lieu. Le taux de transformation, il est extrêmement faible, donc ça ne veut pas dire que ça n'a pas donné quelque chose à la maison. C'est-à-dire que, en fait, ils sont pas revenus en disant: «Bah, je pourrais t'emmener gratuitement au musée», qu'il a raconté sa journée avec une autre forme de fierté parce que ça ouvrait quelque chose de possible après. Mais en tout cas, le taux de transformation, il est très faible. Du coup, moi, je pense que le plus efficace, alors, il y a la question des scolaires et puis il y a la question des autres, hein, parce que les scolaires, c'est plus simple, mais aujourd'hui, on le fait peu. C'est quand même le travail, avec les équipes, enseignantes très en amont pour que, la visite, elle soit préparée et qu'elle donne lieu ensuite à des échanges. Et après, il y a le visiteur qui vient, librement dans le musée, et là, nous, ce qu'on essaye de développer et de pousser, c'est les contenus de notre site internet
pour être un lieu de référence sur tous les sujets qui ont trait à la question des migrations. Et donc faire en sorte qu'en sortant du musée, les visiteurs soient en capacité de continuer à se renseigner à travers nos propres données et nos collections et tout ce qu'on peut apporter, et que ça devienne un lieu de croyance possible. Je vous donne juste enfin, je vous raconte une anecdote qui m'a marqué beaucoup hier. J'intervenais dans un programme qui s'appelle Parlons Migration, qui est un programme de très grande qualité, où ils ont fait tout un sondage sur le rapport des Français aux migrations. Et une des questions qui était posée, c'était à qui faites-vous confiance pour vous parler d'immigration? Et donc, il y avait, je sais pas, une quinzaine de réponses possibles, les enseignants, les journalistes, les experts scientifiques, vos voisins, votre famille, enfin bon, bref, voilà. Et la première réponse de très, 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 très loin, c'est personne, à plus de 30%. Et donc, le vrai sujet, en tout cas pour l'objet qui est celui du musée que je dirige, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte de pouvoir être un lieu légitime de connaissances et d'informations sur nos sujets en dehors de la visite. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a plein de questions qui arrivent. Alors, j'ai vu qu'il y a une question sur le réseau qui revient sur le réseau. Comment s'est structuré le réseau des musées engagés sous forme d'association ou de réseau informel? Une charte a-t-elle été écrite à laquelle les membres doivent adhérer? Alors, il y a eu un communiqué que vous avez, une déclaration qui a été diffusée, me semble-t-il, au printemps, si je dis pas de bêtises, je dis ça de mémoire, qui, comme France, avait aussi accompagné. Mais est-ce que vous pouvez peut-être en dire plus, du coup, sur la forme de ce réseau? C'est un réseau dans lequel toute institution muséale qui s'y reconnaît, qui se reconnaît dans un texte que peut-être je pourrais vous faire parvenir si certains veulent l'avoir, mais c'est un texte avec quelques grands principes sur les valeurs, la lutte contre, alors comme ça s'inscrit dans le cadre d'ILCRA, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'antiziganisme et toutes les formes de haine, et la manière dont les musées peuvent être des lieux ressources pour essayer de lutter contre ces fléaux. Enfin, je le dis très vite, mais c'est à peu près ça. Donc, c'est pas un engagement très. Euh, enfin, je pense pas que ça frotte particulièrement, en tout cas le texte lui-même. Et ensuite, c'est les musées qui nous contactent et qui ensuite participent au réseau. L'objectif, c'est d'être le plus ouvert possible, parce que l'objectif, c'est que si un jour l'éducation nationale définissait une classe d'âge où tous les élèves doivent pouvoir bénéficier de cette expérience-là, on soit tous en capacité de leur apporter l'expérience la plus riche possible. Et par rapport à la question précédente, une expérience qui aurait des effets au-delà même de la visite dans le musée. C'est une trentaine de musées en France aujourd'hui qui sont dans ce réseau. Euh, voilà. Et après, il y a des membres du réseau qui ne veulent pas apparaître comme adhérents parce qu'ils ont une politique de non-participation à des initiatives publiques, mais qui participent néanmoins aux échanges du réseau. Enfin, voilà, il y a plusieurs niveaux possibles. Et on a effectivement fait un texte en juin dernier, dans un contexte politique particulier, où on a fait le choix de faire un texte commun par rapport aux inquiétudes qu'on pouvait avoir sur la situation politique, que en réalité tous les membres du réseau ont signé, mais au départ on s'était pas dit que tout le monde devait signer. Enfin, il y a des gens du réseau auraient très bien pu ne pas signer, et c'est un espace de liberté en fait, essentiellement. Merci. Je crois qu'il y a André Delpuech qui voudrait prendre la parole. André, Oui, merci, bonjour. André Delpuech, je ne sais pas si vous me voyez. Ah, Voilà. ça y est, ça y est, c'est bon. ça y est. Oui, bonjour. Là, je voudrais intervenir en tant qu'ancien directeur du Musée de l'Homme sur la question de la censure ou de l'autocensure qu'on peut avoir dans nos institutions, sous le poids de la hiérarchie ou le poids carrément du politique, sur des sujets qui peuvent être délicats, problématiques ou susciter des réactions, ou bien même tout simplement au niveau de certaines œuvres qui peuvent être dans expositions. Sans rentrer dans le détail, j'ai eu comme ça des pressions ou carrément des injonctions d'enlever telle ou telle œuvre parce qu'elle posait problème. Et sur certains sujets, je vais prendre un exemple comme le sujet de religion, créationnisme versus vision des scientifiques sur l'origine de l'homme, hein, au musée de l'homme, où là, évidemment, la peur de déranger, la peur de susciter des réactions, voire même des réactions violentes, fait que parfois, il y a une frilosité
limiter, voire carrément une autocensure de nos hiérarchies. Et c'est vrai que jusqu'où on peut aller, on voit bien aujourd'hui avec comment ça s'enflamme sur les réseaux sociaux dès qu'on parle de certains sujets. Ça peut même devenir très dangereux. On l'a vu avec des exemples de professeurs qui ont pu traiter de choses comme autour des caricatures de Mahomet. Voilà, on est quand même confronté à cette réalité. Et je ne sais pas si vous, au musée de l'histoire de l'immigration, vous avez aussi ce genre de choses, ou si vous avez toute l'attitude, même d'aborder des sujets très, très problématiques éventuellement pour certaines personnes en tout cas. Écoutez, alors on va avoir un crash test avec l'exposition Banlieue chérie, au printemps prochain parce que, incontestablement, on va présenter, des œuvres qui peuvent, politiquement, apparaître, notamment sur la question des violences policières, qui peuvent questionner. Moi, je pense que, l'idéal, c'est de se dire qu'aucune pression n'est acceptable sur le contenu, qu'on propose, pour autant qu'il corresponde à quelque chose, qui a un intérêt. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, de choquer pour choquer, mais des œuvres d'artistes, reconnus ne doivent pas pouvoir être écartées sous prétexte qu'elles porteraient un message qui, n'est pas politiquement celui qui est souhaité. J'avais été très marquée par, l'affaire Myriam Khan au Palais de Tokyo. J'avais écrit un texte avec, une trentaine de responsables de musées sur ce sujet. Et j'avais été très frappée par deux choses. D'une part, la très grande frilosité à intervenir, alors même qu'on se retrouvait dans un cas où on avait une attaque d'extrême droite contre la présentation d'une artiste très reconnue dans une institution nationale. Et la deuxième chose, par ce que ça impliquait de risques, comme vous l'avez évoqué, d'autocensure sur la suite. C'est-à-dire que si on n'était pas capable de dire que ce qui se passe est inacceptable, ça veut dire qu'on va se demander comment est-ce qu'ensuite les uns et les autres, on va faire pour assumer si on est tout seul à la première polémique qui arrive sur ce qu'on expose. Moi, je dois dire que depuis 2 ans, je n'ai jamais subi la moindre pression euh, sur le moindre choix d'œuvre, de programmation ou de propos qu'on tient dans l'exposition. Et je le dis alors que nous sommes sous tutelle du ministère de l'Intérieur et pas seulement sous tutelle du ministère de la Culture. Il y a eu, je dis ça reste entre nous, mais devant le nombre de personnes qu'on est, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai eu une petite tentative de quelqu'un au ministère de l'Intérieur qui m'a demandé s'il pouvait relire les textes de l'exposition permanente avant qu'on l'ouvre pour savoir si tout ça était bien exact. Et donc, je lui ai répondu que, à titre personnel, ça ne posait pas de problème, mais que j'allais devoir demander l'avis des 40 scientifiques qui avaient travaillé pour écrire ces textes-là et que je pouvais garantir que je ne le dirais pas s'ils souhaitaient faire des modifications, mais que je ne pouvais pas garantir que ces scientifiques n'avaient pas accès au Canard enchaîné ou à d'autres organes de presse. Et finalement, on ne nous l'a pas demandé. Mais la meilleure réponse possible pour moi, c'est à la fois sur les propos qui sont tenus de le faire avec des scientifiques qui peuvent assumer aussi ce qu'ils disent, c'est-à-dire que la parole de l'institution, ce qu'on dit de l'histoire de l'immigration, c'est pas mon avis sur l'histoire de l'immigration. Moi, je fais en sorte qu'on ait les meilleurs qui travaillent pour que nos expositions elles soient de très grande qualité. Mais moi, je suis là pour protéger la liberté des autres en quelque sorte. Et c'est cette position-là de protecteur de la liberté des autres qui peut-être nous met en capacité d'éviter d'être trop facilement dans l'autocensure. Après, je vais être très honnête hein, sur les possibilités d'autocensure. On a parfois certaines œuvres où on sait très bien que ça va immédiatement partir en polémique ou en débat enflammé. Et ça m'est arrivé à certains moments de dire, je ne sais pas si c'est indispensable au propos de l'exposition, Mhm. non pas tellement par peur de ce que les ministères pourraient me dire, mais par peur que ça soit la seule chose qu'on retienne de l'exposition et que tout le reste soit écrasé par la polémique. Il y a aussi la dimension politique. On voit aujourd'hui le débat qu'il peut y avoir au musée Guimet et qu'il y a pu y avoir au musée du Quai Branly avec la question du mot Tibet. Sous pression de la Chine et où souvent les musées peuvent se trouver aussi très embarrassés dans leurs relations avec des pays. J'ai connu ça aussi au musée du Quai Branly où pour ne pas se fâcher avec un pays qui potentiellement peut être un musée partenaire, qui peut avoir des musées partenaires ou échanger ou envoyer des œuvres. On avait vu aussi la pression au musée de Nantes, hein, au château-musée de Nantes sur l'expo sur Ouais. Gengis Khan. Voilà, donc c'est vrai qu'on a aussi cette pression qui peut être extérieure
et qui, sur certains sujets, peut poser problème. Je pense Et qu'aujourd'hui, c quand ouais, mais c'est un ouais, sujet vous avez raison, c'est aussi un des sujets sur, les financeurs, hein, par ailleurs, quel type de mécénat on accepte, par rapport à quel pays étranger. Moi, je trouve quand même que, et c'est un peu banal de le dire, mais qu'on a dans cet univers un modèle qui est Jack Lang, qu'à Lima, il arrive à avoir des financements, extrêmement, divers, de pays qui sont pas forcément toujours très ouverts sur, les sujets de société qui nous occupent ici, et il n'en a rien à faire dans les expositions. Il va là où il a envie d'aller. Il peut avoir un financement de l'Arabie Saoudite et faire une exposition sur l'homosexualité dans le monde musulman, accueillir la moitié du gouvernement et avoir une vidéo d'un artiste avec un montage avec Gérald Darmanin et Marianne Schiappa en parallèle de violences policières. Enfin, je veux dire, donc, et après, est-ce que c'est parce que c'est lui que c'est possible? Je ne sais pas, mais en tout cas, il place, la barre à un niveau où on essaye d'être à sa hauteur, quoi, là-dessus, en tout cas. Merci Constance. Je regarde et là, il y a pas mal de questions. On arrive un peu au bout du temps, mais on va essayer d'en reprendre quelques-unes. Il y a une question sur la politique d'acquisition que vous menez, au MNHI. Est-ce que vous avez des axes de développement spécifiques? Comment est-ce que vous faites, un savant équilibre entre acquisition d'œuvres d'art contemporain et collecte ou voilà, patrimonialisation des objets de luxe? Alors bien sûr, on a des axes d'acquisition. Le 1er, c'est d'essayer de rester, bien solidement, sur nos 3 pieds. Donc, vous l'avez évoqué, à la fois, évidemment, l'histoire, tout ce qui va nous permettre d'éclairer notamment des périodes sur lesquelles on n'a pas forcément grand-chose. Donc on essaye, le musée, il a beaucoup été constitué, au départ à partir de, la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, mais sur, toute la partie disons, milieu du 18e, 19e, on n'a pas grand-chose. Donc là, on va essayer de compléter aussi les manques qu'on peut avoir. Le deuxième pied, c'est l'art contemporain. C'est extrêmement important pour nous de continuer à être très à la pointe de l'identification sur l'art contemporain. C'est ce qui permet aussi d'être dans une multiplicité des regards possibles, même à travers l'expérience artistique, de voir le monde à travers d'autres yeux que les siens. C'est aussi une compréhension de l'altérité que permet l'art et le monde culturel sur nos sujets. Donc, c'est d'expérimenter ça. Et par ailleurs, c'est une des valeurs aujourd'hui du musée. C'est le fait d'avoir dans ses collections des artistes qui sont devenus des très grands artistes sur la scène internationale et, et qui sont rentrés très tôt dans les collections. Et le troisième axe, c'est les objets ou les histoires intimes. Et sur cet axe-là, c'est peut-être là-dessus qu'on a le travail le plus important à développer. C'était présent dès le départ, avec certains d'entre vous se souviennent peut-être de la Galerie des Dons. Donc le fait qu'il y ait cette collection singulière au musée avec des objets donnés accompagnés de témoignages personnels, on se rend compte qu'il y a un biais très fort parce que les personnes qui vont donner des objets au musée sont des personnes qui connaissent l'existence des musées, qui font confiance dans l'institution. Et donc, on n'est pas forcément très représentatif de la diversité de l'immigration, ni d'hier, ni d'aujourd'hui. D'où ce que j'évoquais tout à l'heure, le travail avec des tiers de confiance pour essayer de développer davantage ce fonds-là. D'où aussi un travail qu'on aimerait essayer de mener à bien dans un contexte budgétaire qui ne nous porte pas forcément à le faire, de musées de collecte sur l'ensemble du territoire où on pourrait travailler, et j'en appelle à certains d'entre vous si ça les intéresse, mais notre objectif, ce serait de travailler avec des musées sur l'ensemble du territoire pour inviter les personnes qui y vivent à témoigner de leurs histoires de circulation, qui peuvent être des histoires d'immigration, mais qui peuvent être aussi des histoires de circulation à l'intérieur du territoire français et qui viendrait enrichir, non pas forcément les collections du musée, parce que ça pourrait enrichir d'autres collections, ça pourrait être aussi des choses qui sont prêtées. Enfin, on n'a pas forcément besoin d'avoir des dons de tout, mais en tout cas qui viendraient enrichir la mosaïque qu'on essaye de constituer. Merci. Alors, il y a une question d'Estelle Brun qui revient sur un terme sur lequel on avait envie de vous entendre aussi. Dans quelle mesure peut-on inclure des communautés dans le discours? Oh, pardon, ça, le chat
bougé et j'ai perdu ma question. Donc la question des communautés, qui est un terme qui effectivement on entend beaucoup, particulièrement dans le milieu anglo-saxon, qui est, me semble-t-il, un tout petit peu plus complexe à utiliser, dans le cadre français. Mais donc la question revenait sur cette notion de communauté et sur la manière de pouvoir inclure, les diasporas, les communautés religieuses, tout en gardant la neutralité et la nuance du discours scientifique. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas en France de communauté organisée comme on peut avoir dans le monde anglo-saxon avec des associations représentatives et avec une structuration qui fait qu'on sait quel est l'interlocuteur. Donc c'est forcément beaucoup plus disparate. En revanche, là par exemple sur l'exposition banlieue, on a créé un comité de visiteurs avec des personnes vivant en banlieue, certaines avec des engagements, d'autres des habitants, etc. Mais le plus divers possible. Et on a passé 4 heures à tester avec eux les hypothèses de l'exposition, non pas pour modifier le sens de l'exposition par rapport à ce qui pourrait être dit, mais pour pouvoir aussi entendre comment ces points de vue nous amènent à bouger éventuellement sur la manière dont ça va être reçu. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de ne pas passer à côté des choses. Moi, j'avais été, pardon, je fais un pas de côté, mais qui est une expérience qui m'avait beaucoup marqué quand je travaillais chez le Défenseur des droits. On avait travaillé sur la question des droits des gens du voyage. Donc là, je prends une communauté avec des représentants identifiés, etc. Et on avait été auditionné par le préfet en charge du sujet sur notre point de vue sur les droits des gens du voyage en France. Et à la fin de l'audition, on avait demandé au préfet, mais qu'est-ce qu'ils vous disent eux? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vous disent eux de leurs besoins, leurs droits dans l'accès à l'eau, à l'alimentation, etc. Et ils nous avaient répondu, bah, on les a pas interrogés, ils pourraient pas être objectifs. Et je dois dire que cette réponse m'avait quand même laissé très perplexe euh, parce qu'on ne demande pas à des personnes de parler de leurs conditions de vie en étant objectifs. En revanche, faire tout un plan sur l'amélioration des droits des gens du voyage sans jamais demander aux gens du voyage quels sont, de leur point de vue, leurs difficultés d'accès aux droits me paraît absurde. Et donc, je pense que pour les musées, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ne pas tenir compte du sujet dont on traite dans la préparation intellectuelle de ce qu'on propose aujourd'hui, je pense, est de plus en plus difficile et c'est bien. En revanche, il ne s'agit pas de se faire le porte-parole d'une voix qu'on n'aurait pas, nous, reprise, assumée et retravaillée. Aussi parce qu'on a une obligation vis-à-vis du public en général, qui est de faire en sorte de transmettre ce qu'on considère comme étant le plus juste par rapport à la question qu'on traite, et le plus, pas objectif, mais en tout cas le plus complet par rapport à l'état des connaissances scientifiques. Donc, euh, donc voilà. Merci. Alors je regarde ce qu'il y a encore. Il y a une question de Lucille P. Pardon, il n'y a pas le nom complet. Lucille, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole ou si vous préférez que je lise la question. Si je ne vous vois pas vous manifester, je lis. Comment faire face à la défiance scientifique que certains publics peuvent avoir, avec une anecdote que Lucille nous partage, dans un musée de préhistoire où une personne remettait en cause les hypothèses scientifiques sur les origines, pardon, de la civilisation. Et derrière ça, la question de l'identité. Oui. Alors, je comprends pas la fin derrière ça, la question de l'identité, mais je pense que je comprends la première partie de la question. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait, enfin, sur la question de l'immigration, 30% des Français ne croient personne sur ce sujet-là et donc ne croient pas notamment les scientifiques. Donc, nous qui nous appuyons sur les travaux scientifiques pour préparer nos expositions, nos débats, etc., évidemment, on n'est pas crédible face à quelqu'un qui ne croit pas. Je pense que c'est très difficile. C'est tout le débat qu'il y a de manière générale dans la société sur la question des fake news. Euh, En revanche, l'intérêt, enfin, par rapport à des gens qui ne veulent pas croire, l'intérêt du lieu culturel, c'est qu'il peut faire de la place au doute. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui, et je parle vraiment à titre personnel en essayant de répondre honnêtement à la question. euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a parfois une forme de mépris à accepter des questionnements sur des prises de position scientifiques qui rendent impossible de continuer le dialogue. Donc, par rapport à des gens qui sont dans une défiance,
faire aussi un pas de côté en acceptant en acceptant le doute, en acceptant justement plusieurs points de vue, etc., pour amener à comprendre qu'il y en a un qui est plus pertinent et l'amener le visiteur lui-même à le comprendre et à le lire. C'est ce que permet peut-être l'art et la culture plus qu'une prise de position qui apparaît comme strictement verticale. Après, pour entendre, il faut avoir envie d'entendre. Et donc, c'est comme, ça sert à rien d'aller chez le psy si on n'a pas envie d'aller chez le psy. Donc si on va dans un musée pour lire des choses sur l'histoire de l'immigration en se disant que de toute façon tout va être faux, pas complètement certaine qu'on arrivera à faire bouger beaucoup les lignes. Merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne, mais je vais donner la parole, peut-être la dernière prise de parole à Elsa Guéry qui est intervenue dans le chat et je la vois. Donc Elsa, si vous voulez prendre la parole, c'est peut-être plus simple que je vous la laisse. Oui, bonjour à tous. Non, c'était juste un petit retour d'expérience sur la mise en exposition de l'exposition Nous les autres au Musée de l'Homme il y a bientôt maintenant 8-9 ans sur un sujet compliqué. Simplement dire que pour l'itinérance de l'exposition, on a signé en effet le plan de lutte contre le racisme présenté par Elisabeth Borne à Lima en janvier 2023. Et l'idée, en effet, c'était de faire circuler l'exposition dans toutes les académies via le ministère de l'Éducation. Ça fait 2 ans qu'on y travaille, on a fait des réunions et rien n'a pu se mettre en place en fait. C'est très compliqué au niveau logistique et organisation, donc on se frotte à un aspect très pragmatique de la chose, même s'il y a de très bonnes volontés. Et on a cédé les droits gratuitement, ce qui nous arrive très très peu, nous, dans l'institution, au Muséum d'histoire naturelle. Voilà, juste me présenter, je suis responsable du service exposition itinérante, peut-être une donnée à prendre en compte. Et puis, un autre élément aussi sur la question sur comment faire face sur la question de LGBT à des réactions vives du public lors de visites. Nous, dans le cadre de l'exposition contre le racisme, le service médiation avait fait un document très intéressant de préventif sur comment, justement, s'il y a des questions qui viennent nous alpaguer, nous heurter via des visiteurs, comment y répondre. On était dans un contexte compliqué, 2015-2016, on sortait des attentats. Donc, les médiateurs étaient très, très frileux au sujet, en tout cas à son appréhension par les publics. Et donc, ils avaient fait un rapport très outillé en lien avec les commissaires. Et nous, ensuite, lors de l'itinérance de l'exposition, ça nous a permis aussi, parce que quand les structures ont pris en charge l'exposition itinérante en grand format, c'était une vraie question également par les médiateurs sur place qui accueillaient. Et ça a servi, ça a permis de faire des retours d'expérience et de consolider un petit peu aussi cette prise de parole face publique sur des sujets très compliqués, avec des équipes parfois qui ne sont pas du tout amenées à travailler sur des sujets de société. Voilà, c'était 2 retours d'expérience un peu rapides que je pouvais vous faire. Non, mais ce que vous dites conforte un peu le sentiment qu'on a qu'il y a à la fois la volonté de faire de l'école un lieu d'échange sur tous les sujets, de lutte contre les haines en général, et en même temps, et sans doute plein d'établissements qui sont tout à fait prêts à le faire, et en même temps une grande frilosité de l'administration centrale, je pense qu'il faut bien le dire, et que on le voit avec le caractère assez délirant que prennent les échanges là sur la question de l'éducation à la sexualité à l'école, à quel point il y a sans doute une ligne de fracture qui passe au sein de l'éducation nationale entre ceux qui pensent que l'école doit pouvoir contribuer à la formation à la citoyenneté, y compris en sortant de la classe elle-même, et d'autres qui pensent que si les enseignants pouvaient déjà apprendre le français et les maths aux élèves, ça serait bien, mais que toute l'énergie perdue à faire autre chose est de l'énergie perdue. Alors après, nous, on a régulièrement 3 demandes par semaine de documentalistes, professeurs qui nous demandent Ben, c'est sûr, non, mais l'exposition. ça, dans les établissements, j'ai pas de doute. Ouais. Ouais. Et après, bon, c'est les structures. En fait, notre exposition, elle circule énormément via les départements et les ligues de l'enseignement. C'est quand c'est d'autres structures qui s'en emparent, qui arrivent à faire circuler. Là, ça circule très, très, très bien. Voilà. En effet, de façon très pragmatique, en tout cas, et logistique, ouais. En effet.
Eh ben, merci beaucoup. On arrive à la fin on a même dépassé un peu cette heure. On a dépassé les 52 minutes depuis plus de 10 minutes, mais en tout cas l'heure, tout juste. Il me reste du coup à vous remercier beaucoup tous de votre participation et des questions, que vous avez soulevées qui étaient vraiment très intéressantes. Merci Constance aussi de votre, transparence et de votre honnêteté et de la manière, que vous avez de vous exprimer sur, l'engagement qui est celui du Musée de l'Histoire, nationale de l'immigration. Je pense que c'est une belle source d'inspiration ou de questionnement pour nombre, d'entre nous. Donc merci beaucoup de votre présence. Je profite de cette dernière minute pour vous annoncer la séance suivante, dernière de l'année, donc qui aura lieu le jeudi 19 décembre et on recevra cette fois-ci Karine Duquesnoy, qui s'occupe au ministère de la mission sur la transition écologique et qui reviendra sur l'action que le ministère mène sur le sujet. Vous savez que c'est un sujet qui nous est cher à ICOM France, entre autres. Donc on terminera l'année avec cela et c'est Laure Ménétrier qui modérera cette dernière session du cycle des 52 minutes d'E-com France. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre présence et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.